Je vais tout de suite passer le micro à M. Perton, qui présentera les intervenants de ce soir. Voilà, on va commencer cette conférence sur la loi de transition énergétique. Bien, nous aurons ce soir l'intervention de M. Jean-Yves Ledeau, député de Meurthe-et-Moselle. Vous me corrigez si je dis des bêtises, depuis 1986, et qui est président, il a été membre, vice-président, il est actuellement président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est un office qui regroupe, c'est le seul organisme commun qui regroupe des sénateurs et des députés, si je ne me trompe pas, et qui envisage tout un tas de questions liées à la science et aux choix technologiques que les responsables politiques français ont à affronter. Pour ma part, j'ai eu à connaître de deux rapports de l'OPEX, on va l'appeler comme ça brièvement, un sur la chlordécone aux Antilles. Je suis agronome, voilà, les questions liées aux phytosanitaires sont des problèmes qui m'intéressent. Donc un rapport sur la chlordécone aux Antilles, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a été question à un moment que ce pesticide qui avait été utilisé sur les bananiers, je crois, pendant de nombreuses années, serait susceptible de faire exploser les cancers de la prostate aux Antilles. Et c'était une information plus que prisée. Le texte s'est penché là-dessus et a remis les choses un petit peu en ordre, intellectuellement et scientifiquement. Et l'autre rapport que j'ai eu à connaître dans le texte, c'était sur les pesticides d'une façon générale. J'ai trouvé ces deux rapports fort bien faits et très utiles. Monsieur Rieu-Godfriedi, lui, est philosophe et juriste. Il est chef d'entreprise maintenant, une entreprise d'aide à la personne. Et il a pour sa part, je connais de lui deux publications que je n'ai pas lues intégralement, mais que je connais par le titre, par des interviews, par des résumés, par des extraits. Donc un livre sur le GIEC, il y a quelques années déjà. En 2010, je crois. En 2010, et plus récemment, il a contribué à un ouvrage collectif sur le climat qui s'appelle « Climat, 15 vérités qui dérangent ». Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, alors je ne sais pas à qui je passe la parole en premier. Monsieur Godfriedi. Monsieur Godfriedi. Oh, moi je préfère qu'on commence éventuellement par monsieur Godfriedi. Si tu vois pas d'inconvénient. C'est pas un problème, il y aura un débat par la suite. Donc le sujet il est plus large que le sujet dont M. Godfriedi parle habituellement, puisqu'il a parlé du climat dans un ouvrage. Et on m'a demandé de parler de la loi sur la transition énergétique. Donc je vais essayer de le faire rapidement pour que ce sera peut-être mieux qu'il y ait un échange par la suite et qu'on ne passe pas trop de temps à présenter une loi que vous connaissez en plus et que vous avez vu, dont vous avez vu un certain nombre de comptes rendus au niveau de la presse. Et plus voir les objectifs de cette loi et voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être je vais vous dire le lien de plus en plus étroit qu'il y a entre science et politique, science, technologie et politique. Quand moi j'ai été élu en 86, donc j'ai une thèse en biochimie, ce qui est rare, et biologie moléculaire à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Donc j'ai sévi ici il y a quelques années maintenant. Il y a bon nombre d'années même, et j'ai été élu un peu de manière inattendue il y a longtemps, parce que c'est la seule élection 1986 où c'était à la proportionnelle. Et comme j'étais un des jeunes directeurs de l'université de Nancy après Strasbourg, on m'avait proposé d'être 4e sur une liste, c'est-à-dire aucune chance, et les 3 députés sortants qui se retrouvaient de majoritaire à la proportionnelle se sont battus, le 3e pensant n'avoir aucune chance est parti au régional et voilà comment on devient député. Donc j'ai pas fait mes classes comme conseiller général, conseiller régional, j'ai fait ça après et je suis resté professeur d'université assez longtemps
J'ai également fait un cours à Sciences Po Paris, mais j'ai arrêté il y a 2 ans, sur les grands enjeux du XXIe siècle, donc où je traitais du rapport entre sciences, technologie et politique sur un cours à Sciences Po Paris jusque l'année dernière, non, jusqu'il y a 2 ans. J'ai arrêté parce que j'avais plus beaucoup de temps, et j'ai partagé le dernier cours avec Geneviève Fioraso la dernière année, et la direction de Sciences Po m'a dit oui, vous comprenez, mais qui c'est cette Fioraso que vous voulez nous faire venir dans votre cours sur les grands enjeux. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Donc comme ça a été dit, on a un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, on a des équivalents dans plusieurs pays européens, pas exactement fait de la même manière, qui s'appellent les Office of Technology Assessment, et où on essaye sur des sujets de réfléchir en amont de la législation sur des sujets qui pourraient induire des modifications législatives. Et on fait aussi maintenant du contrôle post-législation, puisqu'on travaille en amont, on essaye de faire passer les textes au niveau des lois quand cela se présente. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure sur la loi de transition énergétique. Et ensuite, on essaye de faire le contrôle de l'exécution de la loi, ce qui est sans doute le plus grand problème au niveau national, c'est qu'on vote beaucoup de lois, on fait de la géologie politique, c'est-à-dire on accumule des strates nouvelles de lois sans forcément en tirer la quintessence et essayer de travailler sur les lois qui existent déjà. Et on n'en supprime pas, surtout quand on en fait de nouvelles, on a une inflation un peu réglementaire et législative, et un des freins à l'innovation, je ne vais pas parler d'innovation aujourd'hui, mais c'est à mon avis cette inflation législative et réglementaire. On travaille dans plusieurs domaines à l'office parlementaire, mais en gros, il y a 4 grands secteurs. Il y a le secteur de l'énergie, avec les énergies renouvelables, mais le nucléaire, beaucoup le nucléaire. On a beaucoup travaillé sur notamment l'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et toutes les lois pratiquement sur le stockage et les études sur les traitements des déchets radioactifs. On a un deuxième grand sujet qui est lié à la médecine et à la bioéthique. Et une nouveauté que vous avez vue dans les textes, puisque vous faites sciences politiques, des sciences politiques, vous avez vu que de plus en plus de textes nous demandent, c'est-à-dire la loi nous demande, soit d'examiner avant une modification législative, ça va être le cas sur la fin de vie, ou éventuellement la gestation pour autrui, si ça vient. On demande à l'office parlementaire, après le comité consultatif national d'éthique, de le faire, ou la loi récente sur l'université et la recherche, sur l'enseignement supérieur, qui dit qu'il faut élaborer une stratégie nationale de recherche, et c'est nous qui allons évaluer la mise en jeu de cette stratégie nationale de recherche au niveau national, et dans bien d'autres domaines, en sécurité alimentaire. Donc la loi nous demande souvent donc, de faire après de l'évaluation. Donc on travaille en amont, mais on travaille également en contrôle. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième grand point, c'est tous les sujets d'environnement. Et le quatrième grand point, c'est à la fois des politiques industrielles ou des politiques dans le domaine de l'agriculture, ou des développements de nouvelles technologies qui suscitent des controverses. On essaye de travailler, je dis de la manière la plus neutre possible, en disant que c'est des scientifiques, des experts qui peuvent nous apporter des réponses aux questions qu'on se pose, mais à l'inverse de ce qu'on voit dans la société d'aujourd'hui, qui est une société qui devient très médiatique, et dans laquelle c'est celui qui domine la communication, qui impose souvent son point de vue, on essaye de travailler sur une expertise publique, collective, contradictoire, c'est-à-dire on travaille comme un peu les Américains le font sur les hearings, on fait venir dans des auditions un certain nombre de gens qui ne pensent pas tous la même chose, et très souvent, votre président faisait référence à une audition qu'on avait fait après l'affaire Dite Seralini sur les OGM et sur les rats qui étaient tombés malades avec des photos terribles et une communication qui avait été faite. On a eu une audition publique contradictoire où lundi dernier, vous l'avez peut-être vu dans la presse également, j'ai organisé une audition d'abord confidentielle puis publique dans une deuxième partie seulement sur les drones qui survolent les centrales nucléaires, drones et sécurité nucléaire. Donc voilà globalement les études qu'on fait. Sur la loi sur la transition énergétique, on a travaillé dans plusieurs domaines avant la loi. D'abord, je vous ai amené
Je vous ai amené 2 rapports récents, comme ça vous pourrez les montrer aux étudiants et vous pourrez les garder. Un rapport que j'ai rédigé il y a 2 ans avec Claude Biraud, qui est un député UMP, donc moi je suis député PS et député UMP, sur l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques, où j'essaye d'analyser l'influence du risque et des peurs sur les évolutions sociales au niveau de notre société et sur des freins à l'innovation dans ce domaine-là. On le voit dans les biotechnologies ou dans d'autres domaines. Et sur la transition énergétique à l'aune de la décentralisation, de l'innovation et de la décentralisation. Voilà 2 rapports, et je viens de rendre un rapport sur la transition directe énergétique dans le domaine du bâtiment, et où j'ai analysé les freins à la rénovation thermique des bâtiments. Et je vais vous en parler un tout petit peu pendant 5 ou 10 minutes pour vous montrer des exemples de freins et vous montrer comment, à un moment donné, les évolutions législatives peuvent être bloquées par diverses influences, et comment l'innovation peut être freinée, et comment on a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient développer des techniques et qui ne le peuvent pas. Sur la transition énergétique, là aussi, c'est à la fois une révolution qui est différente des révolutions industrielles qu'on a connues. On a connu plusieurs révolutions industrielles sur à la fois l'automobile, sur la machine à vapeur, sur l'arrivée de l'électricité, sur l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un tout petit peu différent parce que les techniques ne se sont pas obligatoirement imposées aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet qui va profondément modifier nos sociétés. Ça part d'une triple urgence, et là-dessus je pense qu'on ne sera pas d'accord avec M. Godefridi. Ça part d'une urgence à mon sens écologique, et l'Office parlementaire s'est prononcé sur ce sujet. Alors, vous verrez, hein, allez voir les papiers, vous verrez qu'à la fois sur les pesticides, c'est ce qui vient d'être dit en introduction, je me suis opposé aux allégations du professeur Bellepomme. Sur les biotechnologies, je me suis opposé à Seralini sur les OGM, et j'ai été de ceux qui disaient que les OGM est un sujet qui a été un peu monté de toutes pièces, mais nos études à l'Office montrent que pour nous, le réchauffement climatique existe, donc à l'inverse de ce que va sans doute vous dire M. Godefridi tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il dira, mais on pourra en discuter, et que pour moi, dans tous les cas, si j'apprécie le travail du GIEC, du groupement d'études sur le climat, international d'études sur le climat, c'est parce que c'est une expertise collective. Et que, à côté d'une expertise collective, j'ai pas vu d'expertise collective qui essaye de démontrer les résultats qui ont été donnés. En tout cas, nous, les études qu'on a menées, j'ai présidé la mission d'information sur le réchauffement climatique en 2006 au Parlement, Nathalie Kosciusko-Morizet étant le rapporteur. Donc j'ai travaillé sur ce sujet dans plusieurs pays du monde. Pour moi, le réchauffement climatique existe et un certain nombre d'éléments scientifiques le montrent, et notamment l'étude de la glaciologie, parce que la glaciologie, elle nous donne une mémoire du climat sur 800 000 ans. On a une mémoire de notre climat sur 800 000 ans, et que les éléments qui sont donnés en disant « oui, mais il y a eu des changements de climat sur des périodes courtes », bien sûr, il y a eu des changements de climat sur des périodes courtes, elles n'étaient pas dues à ça. Les éléments qui ont été donnés sur des éruptions volcaniques, ça ne marche pas non plus, parce qu'on n'a pas vu de corrélation entre des augmentations de température à certaines fois et des éruptions volcaniques. C'est vrai qu'à l'ère primaire, il y a eu des températures qui ont atteint 70-75 degrés. C'est vrai qu'il y a eu des extinctions d'espèces à un moment donné dans l'histoire de notre planète. Mais sur les 800 000 dernières années, on voit une corrélation très très étroite entre les rejets de gaz carbonique, les rejets d'autres gaz comme le méthane et le climat. Et que, paradoxalement, les activités industrielles, il y a une proportion assez claire entre le développement des activités industrielles, l'augmentation du gaz carbonique et l'augmentation du climat. On arrive aujourd'hui à ce que, premièrement, on est sur des évolutions qu'on n'avait jamais vues sur des périodes aussi courtes. C'est-à-dire on a vu des évolutions dans le temps, c'est ce que je disais, et notamment dans les aires
géologiques précédentes, mais jamais sur des périodes aussi courtes, et qu'on est solidaire sur une planète parce que malheureusement, ce que font les Chinois aujourd'hui à Pékin, ce que font les Américains à Seattle, ou ce que nous faisons au niveau européen, eh bien tout le monde en bénéficie, et je me bénéficie entre guillemets. Ceci étant dit, il y a une urgence économique. Il est évident qu'on doit faire face à ce que on va immanquablement avoir dans les prochaines années, c'est-à-dire une réduction des ressources fossiles, même si on a pour longtemps le charbon encore. Hein. Le charbon est une énergie qui a de l'avenir, je le dis souvent, mais on va avoir une réduction globalement de la quantité d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, et surtout un renchérissement. Même si aujourd'hui c'est l'inverse, on est dans une période où il n'y a pas renchérissement, et il y a des variations de coûts qui sont à la baisse. C'est en partie dû à l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis qui ont un peu désorganisé le marché. Et on a des centrales à gaz qui avaient été faites au moment où on mettait des éoliennes chez nous, qui finalement ne retrouvent pas aujourd'hui leur rentabilité. Mais les prix augmenteront sur un temps long relativement rapidement. Il faut donc revoir notre système énergétique pour tenir compte des avantages qu'on a aujourd'hui. Et là, je ne suis pas forcément d'accord avec un certain nombre de positions, mais je vais vous l'expliquer en 2 minutes, et notamment sur le rôle du nucléaire dans la transition énergétique. Mais on a immanquablement des évolutions qui vont avoir lieu dans les prochaines années, et que ces évolutions, il faut les préparer. Il faut les préparer sûrement en ayant plus d'énergie renouvelable, en réfléchissant quand même au coût de ces énergies renouvelables dans le dispositif, parce qu'on a voté une loi qui était la loi NOM avec un dispositif national qui est le CSPE, qui est la contribution au coût de l'énergie, et que finalement c'est vous, enfin pas aujourd'hui peut-être, mais c'est vous demain qui paierez les énergies qu'on va mettre. Si donc on a des énergies à des coûts beaucoup plus élevés, eh bien on risque d'avoir un renchérissement global du coût de l'énergie. Il faut essayer d'être plus sobre énergétiquement, c'est-à-dire de ne pas gaspiller de l'énergie qu'on pourrait avoir. On a un certain nombre de moyens d'y parvenir, notamment sur les transports et notamment sur l'habitat. On a été prodigue pendant de longues années, donc il faut essayer d'être plus sobre énergétiquement. Je vais vous citer juste le cas de l'habitation tout à l'heure. Et puis, on a, je crois, dans cette urgence économique, on a la nécessité de développer de nouvelles technologies. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui disent que le volet innovation de la transition énergétique n'a pas suffisamment été pris en compte, et que le volet recherche et développement n'a pas été pris en compte. J'illustrerai également cela à partir du bâtiment, où je pense qu'on est dans un domaine où on considère que c'est une discipline subalterne. Alors, quand on regarde bien l'évolution du bâtiment de demain, vous verrez que c'est au contraire une discipline dans laquelle l'innovation et des innovations de tout premier niveau vont devoir entrer si jamais on veut résoudre ces problèmes. Donc voilà le tableau. Alors pour cela, on a des objectifs que je partage pour la plupart, de réduire les gaz à effet de serre de 40% en 2030. Je pense que c'est par rapport à 1990. Je pense que c'est une nécessité. Moins on rejetera de gaz à effet de serre, plus on développera de nouvelles formes d'énergie et mieux ce sera. Il faut sans doute aller vers le facteur 4 en 2050. C'est un signal fort en tout cas qu'on donne à nos voisins européens et à nos voisins du monde entier pour résoudre cette question. Deuxièmement, il faut améliorer l'efficacité énergétique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On doit arriver à des gains sur l'énergie primaire ou sur l'énergie totale qui est consommée. On n'en prend pas le chemin aujourd'hui parce que globalement, quand on regarde la consommation énergétique dans notre pays, ça n'a pas baissé au cours des dernières années. Ça a même tendance à stagner, voire à augmenter, parce qu'il y a certaines nouvelles consommations qui se mettent en place. Le troisième point,
La consommation finale, on a l'objectif de 50% en 2050 en référence 2012. Alors c'est toujours très compliqué, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance et si vous avez bien vu ça, mais c'est compliqué car très souvent les objectifs, c'est pas pour la même année et pas avec les mêmes années de référence. Donc pour comparer ces objectifs et pour en politique et pour voir comment on peut y arriver, c'est assez compliqué. Et enfin un objectif que je ne partage pas moi, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas, en tout cas à l'heure actuelle, c'est de réduire à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. Pourquoi je ne le partage pas? Eh bien parce que ce n'est pas possible avec les évolutions qu'on a faites, sauf si on augmentait fortement notre consommation d'électricité dans les années qui viennent. Alors c'est pas impossible, on a besoin de plus d'électricité, notamment si sur les transports on développe fortement le véhicule électrique. Là aussi, pour l'instant on parle du véhicule électrique, c'est 0,5% de la consommation. Aujourd'hui c'est 14 000 véhicules électriques sur les 2 millions et quelques de véhicules qui sont chaque année 2,5 millions vendus en France. Donc c'est très très peu aujourd'hui en véhicules électriques, mais si ça se développait beaucoup, on pourrait arriver à une demande en électricité bien supérieure, et on pourrait sans doute arriver aux 50%, sans doute pas pour 2025, mais aux 50% parce qu'on aurait augmenté la consommation d'énergie totale. Enfin, la part des énergies renouvelables, et je fais partie, et l'Office a fait plusieurs rapports sur ce sujet, notamment sur les nouvelles mobilités, les nouveaux types de véhicules, à savoir aussi bien les véhicules électriques, les véhicules hybrides, que des nouveaux systèmes de motorisation. On a également travaillé, on a un bon rapport de référence sur la filière hydrogène. Je pense que la filière hydrogène pourra être un des moyens de stockage de l'énergie dans les prochaines années. Eh bien, je pense néanmoins qu'on aura du mal à y parvenir. Il y a deux autres points, et quand je vous disais qu'il y avait un triple objectif, le dernier objectif, bien sûr, qui est celui de la troisième urgence, c'est l'urgence sociale. Il faut savoir qu'en gros, un Français sur 5 aujourd'hui est en situation de précarité énergétique, et que quand on arrive au bâtiment sur lequel je viens maintenant, et je donnerai les exemples de la recherche sur le bâtiment, puis après on engagera le débat, et bien quand on regarde le sujet du bâtiment, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a à peu près un Français sur 5 qui consacre plus de 10% de leurs revenus à des dépenses d'énergie, ce qui est énorme. Et qu'il y a 10 millions ou 12 millions de personnes qui ont des logements, ils n'ont aucune marge de manœuvre pour faire de la rénovation. Aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on dit, et j'arrive maintenant aux moyens d'arriver à ces objectifs de la loi. Alors les moyens, vous avez vu ce que la loi indique, c'est à la fois un premier secteur, c'est le bâtiment, je vais le développer un tout petit peu. Deuxième secteur, des transports plus propres, je ne l'ai pas développé, mais c'est 32% quand même de la part totale sur la quantité d'énergie. Le troisième domaine, c'est moins de déchets, mieux utilisés, recyclés, valorisés, on est bien sûr d'accord. C'est des filières renouvelables encouragées, et c'est un nucléaire préservé, mais plafonné. Donc le nucléaire, j'en ai un peu parlé, et je pense que si jamais on va trop vite c'est-à-dire si on n'a pas une trajectoire raisonnée de transition énergétique à partir du nucléaire, on n'arrivera pas à financer le développement des autres énergies renouvelables. Et je pense que la transition énergétique, elle ne se fera pas sans innovation technologique, notamment dans un domaine qui est le domaine du stockage de l'énergie. Je pense que la transition énergétique, elle ne se fera que si on développe des énergies renouvelables, mais si on ne les développe pas de manière aléatoire, c'est pas parce qu'on c'est plus facile de construire à un moment donné des éoliennes, parce qu'on connaît globalement la technologie des éoliennes, on va arriver à une saturation, et il faut savoir que quand on développe une éolienne, il faut prévoir le moment où l'éolienne, quand il n'y a pas de vent, eh bien, il faut prévoir des moyens de remplacement de cette énergie, et notamment au développement du gaz. C'est-à-dire que l'éolien, on pourra arriver peut-être à 20 000 MW installés, mais pas plus. Que le solaire, aujourd'hui, ça a également un certain nombre de limites. Alors, on n'a pas exploré la totalité des voies sur la biométhanisation, sur la fabrication de gaz
à partir de déchets recyclables. Il y a là un certain nombre de pistes qu'il faudra, je crois, sur lesquelles il va falloir travailler, car toutes les énergies renouvelables sont bien sûr bonnes à prendre, à condition, c'est le troisième point, qu'elles soient à des coûts qui soient compétitifs par rapport aux autres formes d'énergie. Et à condition, bien sûr, y compris quand on parle du nucléaire, qu'on sache chiffrer la totalité des coûts du nucléaire, et y compris le démantèlement des centrales, y compris le stockage des déchets. Et l'Office a beaucoup travaillé, le PREST a beaucoup travaillé sur cette question du stockage, puisque la loi de 91, c'est une loi qui vient de l'Office, la loi de 2006, c'est une loi qui vient de l'Office, et personnellement, vous allez regarder, je suis à la base de toutes les lois sur l'organisation de la sûreté nucléaire, de la radioprotection au niveau national et au niveau de notre pays. Alors pour terminer et pour illustrer le bâtiment. Alors, le bâtiment, c'est un sujet sur lequel, alors c'est 42% globalement de la part de consommation d'énergie. C'est le secteur sur lequel on peut faire on peut avoir l'effet le plus important. Sauf que, dans l'esprit globalement de ceux qui travaillaient sur ce sujet depuis une dizaine d'années, ils ne considéraient que le bâtiment neuf. La quasi-totalité des lois de 2005 ou de Grenelle de l'environnement était basée sur le bâtiment neuf. Or, quand vous regardez les chiffres, vous construisez globalement 1% du parc tous les ans. Ce qui signifie qu'avant que vous ayez des effets, il faudra 50 à 100 ans pour que vous ayez rechangé la totalité du parc. Et quand on vous dit il y a des bâtiments basse consommation, moins de 50 kWh par mètre carré par an, ou mieux, à partir de 2020, des bâtiments à énergie positive, dans certains cas seulement, eh bien, ces bâtiments, ça représentera une infime partie du parc qui est aujourd'hui en place. Il faut donc travailler sur le parc existant et sur la rénovation. Car si jamais on a un effet fort en matière de rénovation, on va doubler, tripler ou quadrupler l'impact qu'on peut avoir sur notre consommation énergétique. Et je me suis intéressé à ce sujet, je ne connaissais rien au bâtiment il y a un an, et je me suis intéressé la dernière année à ce sujet du bâtiment. À partir d'une petite histoire que je vais vous raconter. À partir d'une petite histoire d'une petite entreprise dans les Vosges, à Épinal, qui faisait de la ouate de cellulose. Elle s'appelait Energaia. Et cette entreprise, le patron, comme parlementaire, est venu 3 fois ou 4 fois me dire on me fait plein de misère. J'ai dit quelle misère vous fait-on? Et alors j'ai commencé à étudier cette affaire de la ouate de cellulose. Alors les misères étaient les suivantes. Pour mettre une ouate de cellulose qui va remplacer éventuellement en isolation une laine minérale ou une laine de verre, que vous mettez dans les isolations, il faut mettre, et ce qui est logique, puisque la ouate de cellulose peut brûler, il faut mettre un ignifugeant. L'ignifugeant était le bore. Alors le bore en soi, c'est un produit dangereux quand il est en grande quantité. La preuve, il a été mis dans la réglementation REACH, que vous devez connaître. Non. Non. Eh bien, qu'est-ce que vous faites sur ce pot-là? On peut travailler sur tout ça. REACH est une réglementation européenne sur la totalité des substances nocives et ou qui pourraient l'être. Alors, l'acronyme en anglais, on va demander à M. Godefridi de vous le dire tout à l'heure. Hein, il va le chercher. Mais c'est donc quelque chose où le bore avait été mis comme produit dangereux. Alors, il n'est pas si dangereux que ça, car si vous avez à un moment donné un problème d'œil et que vous allez chez le pharmacien ou le médecin, vous avez une irritation à l'œil, il va vous donner du borate, c'est-à-dire un sel de bore, en petite quantité. Néanmoins, en grande quantité, il est dangereux. Et on a commencé à dire, en se basant sur la réglementation REACH, alors que les autres pays, les Allemands ont rigolé quand ils ont vu qu'on est allé aussi vite. On est allé aussi vite, c'était pas parce qu'on voulait être plus royaliste que le roi sur la réglementation REACH, c'est parce qu'il y avait des intérêts, pour certains, à conserver les produits qui devenaient compétitifs, qui étaient maintenant en compétition avec les ouates de cellulose. Donc on a interdit très vite le bore. Et on a permis aussi vite que cela un autre composé d'être ignifugeant, sans avoir sans doute fait les études d'impact, qui était du nitrate d'ammonium. Sauf que le cerveau musclé qui avait permis cela, il n'avait pas vu que du nitrate d'ammonium, dans certaines conditions, faisait des dégagements d'ammoniac. Et retour en arrière, au bout de 3 mois ou de 6 mois, alors je vous dis, les petites sociétés
quand elles ont des fluctuations de la législation, elles ont des graves difficultés. Eh bien, le nitrate d'ammonium, on revient, puisqu'il y avait des dégagements d'ammoniac, alors pour le coup, là, qui étaient très nocifs, et on est revenu à la réglementation sur le bord. Entre-temps, la société qui faisait ça eut une agence privée théoriquement, mais dans lesquelles il y a des incidences d'un certain nombre d'organismes d'État, qui s'appelle l'Agence de la qualité de la construction, leur ont dit, sans qu'ils puissent se défendre et sans qu'ils puissent montrer si c'était vrai ou pas, qu'il y avait un taux de sinistralité plus important avec les ouates de cellulose. En réalité, m'ont-ils dit, et je crois que c'était vrai, c'est parce qu'il y avait des mauvaises poses à un moment donné, notamment avec des spots lumineux tout près de ces ouates de cellulose. Troisième point, on leur a bloqué les certificats d'économie d'énergie. Comme vous savez que les dispositifs, très souvent, pour vendre certains produits, c'est des dispositifs incitatifs basés sur des certificats législation européenne d'économie d'énergie. Donc, il y avait la totale. Eh bien, beaucoup de ces petites sociétés qui se sont battues là-dessus, elles ont disparu. Et j'ai travaillé sur d'autres innovations, les couches minces, un certain nombre d'innovations, et globalement, ce qu'on voyait, c'est que tout le monde faisait tout ce qui était de leur possible pour freiner toute innovation nouvelle dans ce secteur, parce que, eh bien, il y avait quelques produits qui se vendaient en grande quantité et qui faisaient un marché de plusieurs dizaines de milliards tous les ans. Donc j'arrête là, et que quand vous alliez plus avant dans le système, vous voyez qu'il y avait une endogamie totale entre ceux qui décidaient au niveau de l'administration, un certain nombre de grands groupes industriels, et que globalement, ça nuisait au développement des TPE et des PME dans notre pays. Quand on a vu cela, eh bien on l'a dit de manière très claire, et on a dit c'est pas normal à un moment donné qu'il y ait de tels freins à la législation. Et ce qui était dominant sur ce secteur, c'était un centre que vous ne connaissez pas, je vais quand même vous donner son nom, qui s'appelle le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui avait toutes les possibilités d'études et notamment des liens très forts sur l'évaluation technique de ces produits. Eux, ils protestent en disant « nous, on a toujours évalué de manière honnête », je pense que c'est vrai, mais il y avait des gens très influents qui étaient dans cet organisme. Et donc, on a vu que finalement tout était bloqué, que toute nouvelle évaluation technique, elle était soumise à un moteur de calcul. Il y avait une vraie boîte noire, il y avait 2 personnes qui connaissaient le moteur de calcul. La réglementation thermique 2012, c'est 1377 pages au journal officiel. C'est une traduction en informatique, 2 personnes dont personne n'avait le logiciel ni le code source, et 2 personnes qui le connaissent. Et que pour avoir à un moment donné le droit de mettre une innovation, il fallait passer par une commission confidentielle qui donnait la possibilité éventuelle d'aller vers cette modification réglementaire. Terrible, terrible. Quand vous voyez ça, et quand vous avez vu ça, vous dites c'est pas possible qu'en France aujourd'hui, on soit dans ce système-là. Et qu'on voyait notamment un certain nombre de nouvelles technologies sur des doubles flux, sur l'aération. On voyait des technologies complètement bloquées, la gestion active de l'énergie, tous les réseaux intelligents, tout ce qui permet à un moment donné d'avoir des maisons intelligentes, donc qui vous rend intelligent dans la maison parce qu'elles captent votre présence, parce qu'elles voient les modifications du taux de CO2 dans l'habitation, parce qu'elles voient les modifications de la température, et qui en même temps déclenchent le besoin énergétique uniquement quand vous en avez besoin. Eh bien, et je terminerai par là, ça en a changé. C'est-à-dire à partir d'une étude, et le rapport, vous l'avez, c'est un rapport de juillet, il y a déjà dans la loi sur la transition énergétique, le CSTB, il sera nommé en venant en commission, le patron à l'Assemblée nationale, ce ne sera plus quelqu'un qui était nommé sans qu'il y ait un véritable contrôle, que le CSTB viendra chaque année faire un rapport annuel, que la commission, que le logiciel, le code source sera accessible à tous. Et on a, vous le verrez, énormément de modifications sur le contrôle, et qu'on a également indiqué de manière très claire que, alors que personne ne s'en occupait, on a créé, au lieu de cette commission un tout petit peu secrète, un Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. On est déjà en train de travailler sur les décrets où on a mis l'efficacité énergétique
comme priorité. On a bien sûr travaillé sur le régime des aides. Il y avait 17 aides nationales, 234 aides locales. On a vu que l'aide aux produits, elle ne servait absolument pas à la personne qui refaisait sa maison, parce que suivant l'aide aux produits qui était donnée, le même produit en Allemagne, en Belgique ou en France était vendu à des prix différents. On a donc essayé de dire que le système des aides, il était peut-être bien pour faire une incitation, mais il n'était pas là pour donner des effets d'aubaine à un certain nombre de constructeurs. On a permis aux régions de faire des sociétés d'économie mixte, de tiers financement, parce que les banques ne se préoccupent pas suffisamment de la rénovation. On a mis en place un prêt viager hypothécaire qui permet, quand vous avez un bien qui est une maison, que vous n'avez pas de moyens de faire cette rénovation, de pouvoir emprunter sur cette rénovation pour éventuellement, si vous ne l'avez pas remboursé, le rembourser au moment de la mutation du bien, soit d'un décès ou soit d'une vente du bien que vous aviez. Et on a travaillé sur un certain nombre de ces points, et notamment sur également la performance intrinsèque des bâtiments. On a donc fait un travail de fond qui, au bout du compte, arrive à des modifications législatives. Et je suis persuadé, et je vais terminer par là, après vous avoir donné quelques exemples, à travers cette loi sur la transition énergétique, en ayant donné d'abord les objectifs et en ayant développé qu'un des secteurs, et dans la discussion, on pourra parler du nucléaire plus avant, si vous le souhaitez, je suis persuadé que le travail parlementaire, c'est des méthodes scientifiques qui doivent finalement le guider, et c'est beaucoup de travail en amont. Aujourd'hui, on vous dit souvent, et peut-être que vous l'avez même répété, que finalement à la télévision, quand vous regardez l'Assemblée nationale, vous voyez personne. Vous voyez peu de gens. Et vous dites qu'ils ne travaillent pas. Et finalement, c'est l'image qui est donnée. C'est la perception que vous pouvez avoir. En réalité, sur des sujets comme ceux que je vous ai parlé, on aurait pu parler de 20 autres sujets que ceux-là. Eh bien, pour être efficace, il faut avoir travaillé en amont. Si vous n'avez pas travaillé en amont, vous n'êtes pas efficace, vous êtes un figurant. C'est-à-dire, on pourrait avoir une assemblée de figurants. C'est peut-être plus pratique d'ailleurs. Mais pour être efficace, il faut travailler en amont. Et donc l'organisation du travail, ça doit être une organisation du travail en amont. Et il doit y avoir ce couple, à mon avis, dans la vie parlementaire, entre le travail en amont, la discussion parlementaire par voie d'amendement, la nécessité, quand vous faites un amendement ou un texte nouveau, de simplification globale administrative, parce que la complexité administrative et les 1377 pages du réglementation thermique 2012, c'est absolument fou. Donc d'arriver à une simplification administrative et au bout du compte, de contrôler ensuite et d'avoir le pouvoir de contrôle du gouvernement, notamment sur un point, là encore, où les citoyens, quand ils viennent nous voir, ils nous indiquent « Vous avez vu la loi que vous avez faite ?» Eh bien, la loi, c'est plus la loi, c'est un décret d'application ou c'est un arrêté qui est fait par la suite et que le parlementaire a la possibilité de contrôler par la suite tout ce qui va être en application d'une loi qu'il a votée. Voilà, j'ai débouché sur d'autres sujets en conclusion, mais j'ai essayé à travers le bâtiment de vous montrer un peu notre travail. Merci, M. Déo. On passe les questions après les deux interventions, je pense. Là. Ok. Bonsoir à tous. Merci. Donc en fait, je vais me permettre de réagir à l'intervention de celui qui m'a précédé. Il y a beaucoup de choses à dire puisque monsieur a évoqué de nombreux sujets. Je ne veux pas dire qu'il a beaucoup parlé, mais qu'il a évoqué de nombreux sujets, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous voulez, le sujet c'est la transition énergétique. La transition énergétique n'est pas un sujet français, c'est un sujet qui se pose dans plusieurs pays européens et qui se pose également au niveau de l'Union européenne. Moi, ce qui me frappe quand je regarde la situation énergétique française, c'est qu'on fait une loi. Monsieur ici vient de dire qu'il y a un certain nombre d'aberrations législatives. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup, notamment la directive REACH dont on parlait, monsieur le député, au niveau européen. On en trouve en France, on en trouve ailleurs. Mais généralement, quand on fait une loi, c'est qu'il y a au moins le prétexte d'une difficulté. Moi, quand je regarde la situation de l'énergie en France, je me dis pourquoi faire une loi? La situation de l'énergie en France est bien meilleure qu'en Allemagne, bien meilleure qu'en Belgique, bien meilleure qu'aux Pays-Bas, bien meilleure que dans la plupart des pays européens que nous connaissons. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi faire une loi de transition énergétique? Vous avez une force et une expertise nucléaire en France qui est sans égale en Europe, et quasiment sans égale, à ma connaissance d'ailleurs sans égale, dans le monde.
Et donc vous avez une énergie, il y a, donc, pour ne pas toujours dire vous, il y a une énergie en France qui est une énergie relativement peu coûteuse et qui par ailleurs émet très peu de CO2. Et donc, pour parler peut-être de façon un tout petit peu triquée, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire une loi sur un sujet où tout va bien en France, alors qu'il y a tellement de sujets où effectivement en France tout va mal, objectivement. Donc ça c'est mon premier étonnement, je dirais. C'est une question rhétorique naturellement parce que j'ai une réponse à vous proposer. C'est mon premier événement par rapport à cette loi et par rapport au discours de monsieur le parlementaire ici qui emporte le principe. Alors, on peut regarder peut-être quelques détails, quelques éléments de cette loi auxquels on peut réagir avant de se poser la question donc, que je viens d'énoncer, qui est pourquoi cette loi a finalement été votée. Alors, il y a d'abord tout un catalogue, effectivement, monsieur le député en a rappelé quelques-uns, tout un catalogue, je dirais, d'objectifs. Notamment, ça nous rappelle les objectifs qui avaient été fixés à l'époque du Grenelle de l'environnement. Avec le recul, c'était à l'époque monsieur Borloo qui le plus s'est retiré de la politique. Aucun des objectifs, aucun des buts qui avaient été fixés à l'époque n'a été atteint. Ici, nous avons dans cette loi des choses où le caractère prophétique, je dirais, est encore porté à son paroxysme, puisqu'on parle de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. Mais c'est énorme. Même le GIEC ne demande pas d'atteindre des objectifs aussi ambitieux. On parle effectivement de faire monter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français à 32% en 2030. Pourquoi pas 31% en 2032 ? Je veux dire 32% en 2030. Et alors on parle finalement de faire revenir la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% à l'horizon 2025. Donc en d'autres termes, on demande de remplacer une énergie que la France maîtrise et qui est relativement peu coûteuse par d'autres sources d'énergie dont aucune d'entre elles, parce qu'il existe à l'heure actuelle, sauf l'hydraulique, mais ça se pose dans des pays comme la Suède ou la Suisse où il y a des grands fleuves, etc., aucune énergie renouvelable n'est à l'heure actuelle compétitive. Donc quand monsieur le député nous dit qu'il faut favoriser toutes les énergies renouvelables, qu'elles sont bonnes à prendre si elles sont compétitives, la réponse elle est très simple, c'est qu'il n'y en a aucune qui est compétitive. Et donc on va remplacer, pour des raisons sur lesquelles on va s'appesantir ensuite, on va remplacer une source d'énergie nucléaire, maîtrisée, peu coûteuse, par d'autres sources d'énergie qui sont extrêmement coûteuses et que la France, pour le moment, ne maîtrise absolument pas. Donc ça, c'est pour le constat. Alors, sur le coût, Madame la ministre Royal a dit que le coût donc, de ces énergies renouvelables dont je viens de vous parler serait de 10 milliards d'euros. Est-ce que la France, dans la situation elle est exempte sur le plan budgétaire, peut encore se permettre ce genre de fantaisie. Que l'Allemagne se soit lancée dans ce qu'elle appelait la Energiewende, les faits, pourquoi pas, puisque l'Allemagne en a ou en avait jusqu'à récemment les moyens. Mais est-ce que la France a les moyens d'encore aller jeter 10 milliards pour finalement remplacer de l'énergie par de l'énergie simplement plus chère? Donc voilà. Alors il y a également dans les travaux préparatoires de cette loi une expression qui revient, je dirais, comme une antienne, et qui est l'expression de croissance verte. Alors, je ne sais pas si, parmi vous, il y en a qui connaissent l'œuvre d'un grand libéral français, qui s'appelle Frédéric Bastiat. Alors, je propose avant d'en venir donc, aux motifs fondamentaux de cette loi, je propose qu'on réfléchisse ensemble à ce concept de croissance verte, à la lumière de l'œuvre de Bastiat. Qu'est-ce que c'est que la croissance verte ? La croissance verte, ça consiste, dans le dispositif et l'économie générale, je dirais, de cette loi, à prendre de l'argent auprès des entreprises et ou des particuliers et à le réinvestir dans des énergies renouvelables, avec les effets d'aubaine, etc., que dénonçait monsieur le député, mais que cette loi va évidemment favoriser à la puissance 100. Et donc, vous allez prendre un impôt de 100 dans une entreprise, qui a priori sait investir l'argent qu'elle crée, puisque par hypothèse, c'est de la richesse que l'entreprise en question a créée. Vous allez au passage prélever les frais de fonctionnement de l'État, donc il restera 50 ou 60, et avec ce qui reste, vous allez le mettre dans une entreprise qui, elle, vit non pas des bénéfices qu'elle crée, mais de la subvention publique. Et à ce moment-là, naturellement, vous aurez de la croissance, c'est-à-dire que vous aurez un certain nombre d'emplois qui seront créés par ces entreprises subventionnées, mais qui cassent ou qui tuent de la croissance qui aurait été créée par ailleurs. Et il y a un exemple de cela, parce que la France ici est complètement en retard, elle a 10 ans de retard sur des pays comme l'Espagne. L'Espagne a fait sa transition énergétique il y a déjà 15 ou 20 ans. Lorsque l'Espagne s'est trouvée dans une situation difficile, sur le plan budgétaire,
elle a supprimé les subventions. Donc elle a créé un énorme secteur d'énergie renouvelable, que le monde entier cite en exemple. Lorsqu'elle s'est trouvée dans une situation budgétaire difficile, eh bien l'Espagne a supprimé ces subventions. Le secteur s'est complètement effondré. À l'heure actuelle, des emplois dans les énergies renouvelables en Espagne, il en reste quelques centaines. Et on investit des milliards, exactement comme on s'apprête ici à le faire en France, donc des milliards. Donc la croissance verte, en réalité, à la fois sur le plan empirique et sur le plan conceptuel, est une imposture, est une contradiction dans l'État. Alors, j'en reviens pour ne pas faire trop long, à ma question initiale. La question initiale qui était qu'on se pose la question de l'énergie dans des pays où il n'y en a pas, où ça pose des difficultés, soit, mais pourquoi aller faire, dans un pays comme la France, où l'énergie n'est pas un problème, une loi sur la transition énergétique? Est-ce pour des raisons économiques? J'ai essayé de vous convaincre du fait que ce n'était pas le cas. Est-ce pour des raisons de nécessité, parce qu'on doit développer de nouvelles sources d'énergie? Je pense également que la réponse est non. Et donc la réponse à cette question, selon moi, et j'en fais l'hypothèse, et après ça je vais revenir à la question du GIEC, est que la motivation fondamentale de cette loi est idéologique. Alors, je n'utilise pas nécessairement le mot idéologie dans un sens péjoratif, mais je ne vois pas d'autres motifs. Monsieur le député parlait d'une urgence écologique. Alors, l'urgence écologique. Moi, je suis docteur en philosophie et juriste. J'ai des entreprises, mais dans des secteurs qui n'ont strictement rien à voir avec les énergies fossiles, les énergies renouvelables, ou rien qui puisse s'approcher de ce genre de choses. Donc, je n'ai aucun intérêt qu'intellectuel, je le précise bien au passage, dans ce genre de questions. Qui parle d'urgence écologique? Est-ce la France, le Parlement français maintenant, qui se serait avisé d'une urgence écologique? Non. En réalité, ce discours sur l'urgence écologique est un discours qui domine très largement non seulement l'Europe, mais le monde, depuis que le GIEC est entré en fonction et est monté en puissance, plus particulièrement, je dirais, depuis une dizaine d'années. Alors là, je vais faire bref, et je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. Depuis 10 ans, on nous dit qu'il y a un certain nombre de politiques qui doivent être adoptées parce que le GIEC, organisation scientifique, émanation de l'ONU, nous le demande. C'est vrai. Quand on voit les rapports du GIEC, le dernier vient de sortir, il fait 3000 pages, 3 parties, et il y a un catalogue de mesures normatives qui sont recommandées, il y a un catalogue de mesures politiques qui sont recommandées par le GIEC. Mais naturellement, l'ensemble de la démarche est gouverné par l'idée que le GIEC est une organisation scientifique. Monsieur le député parlait d'expertise. L'expertise ne peut éclairer la démarche politique que si elle est réellement scientifique. Alors, quand vous allez sur le site du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, en fait sur l'évolution du climat, le slogan, si vous voulez, sur la page d'accueil, c'est « Le GIEC est une organisation scientifique ». Alors, comme le rappelait M. Berthaud, j'ai publié une analyse épistémologique du GIEC, c'est-à-dire que, moi je ne suis pas physicien, je n'ai pas l'éminente compétence scientifique de M. le député, je ne fais pas d'ironie en disant ça, je n'ai pas cette compétence. En revanche, j'ai la compétence de faire une critique épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la méthode et du point de vue de l'organisation du GIEC. Le GIEC est-il une organisation scientifique? C'est la question fondamentale. Alors, il y a 3 critères qui sont mis en œuvre pour répondre à cette question. C'est de regarder la composition du GIEC, c'est de regarder les compétences du GIEC et c'est de regarder son fonctionnement. Je serai bref. Alors, le GIEC. Je me souviens qu'à l'époque où M. Borloo était ministre de l'Environnement, il parlait des rapports du GIEC comme de rapports scientifiques. Il y a 3000 pages, et donc on va maintenant pouvoir répondre à la question de savoir si effectivement cette notion de rapport scientifique est fondée. Du point de vue de sa composition, le GIEC, dans son écrasante majorité, n'est pas composé de scientifiques. Il est composé de fonctionnaires et de représentants du gouvernement, qui n'ont pas plus de compétences scientifiques au sens des sciences exactes que moi. Du point de vue de son fonctionnement, quand on est confronté à une organisation complexe, la question fondamentale à se poser, aurait dit Carl Schmitt, mais n'importe quel juriste, c'est qui décide? Quelle est l'instance qui, au sein du GIEC, dispose finalement du pouvoir décisionnel de dernier mot? Eh bien, c'est l'article 11, je crois, des principes de mémoire des principes du GIEC, qui dit que c'est l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière est composée, dans son écrasante... Ce ne sont pas les groupes de travail, c'est l'Assemblée plénière, qui est composée, dans son écrasante majorité, comme je le disais à l'instant, de gens qui ne sont pas des scientifiques. Donc, à la fois du point de vue de sa composition et de son fonctionnement, le dernier mot au sein du GIEC ne revient pas aux scientifiques, il revient au gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un rapport du GIEC qui est publié, vous avez dans les notes infrapaginales des références qui disent que, par exemple, sur tel point, le Nicaragua n'est pas d'accord.
l'Arabie Saoudite voudrait se distinguer. Ce qui, évidemment, dans un rapport scientifique, vous n'avez jamais. Il n'y a pas de controverse entre des pays. Dans un rapport diplomatique, c'est le cas. Et en l'occurrence, c'est effectivement le point que j'essaie de démontrer. Dernier point qui est le plus important, c'est celui de ses compétences. Alors, en fait, le GIEC a 3 compétences. C'est très simple, vous allez voir. En fait, c'est compliqué. Enfin, ça a l'air compliqué, mais c'est ça. 3 compétences. La première, c'est de faire la synthèse des travaux scientifiques qui se publient dans le domaine du climat. Très simple. Deuxième, c'est de mesurer les impacts négatifs pour l'homme des évolutions climatiques observées. Et troisième, c'est de proposer un certain nombre de mesures pour atténuer ces impacts négatifs. Alors pose-nous la question, dans ces 3 compétences, lesquelles sont scientifiques? La première, indubitablement, puisqu'on fait la synthèse des sciences exactes, donc, qui se publient dans le domaine du climat. Donc là, on a une compétence qui est scientifique. Mais par contre, la deuxième, dès lors qu'il s'agit de mesurer les impacts négatifs pour l'homme des évolutions climatiques observées, par définition, il doit y avoir des jugements de valeur. Il n'y a pas de négativité et de positivité dans la nature. Il ne peut y avoir de négativité ou de positivité que si l'on met un certain nombre de jugements de valeur en œuvre. Et donc, naturellement, à ce moment-là, on sort du champ de la science et on pénètre dans le champ de la politique. Troisième point, celui des mesures normatives qui sont recommandées. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple, très précis. À une époque, on s'est dit on va réduire la consommation de CO2. Eh bien, donc c'est très simple, on va surtaxer les anciens véhicules qui ont plus de 10 ou 20 ans. Parce que c'est de loin ceux qui consomment le plus et qui émettent le plus de CO2. Et puis on ne l'a pas fait, en tout cas dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, ce faisant, on frapperait d'abord les étudiants, vous, ou des gens qui ont une faible capacité contributive, et que donc il serait injuste, en réalité, de mettre cela en œuvre. Et donc ça montre que lorsque vous faites un choix normatif, vous devez également mettre en œuvre un certain nombre de jugements de valeur. Et donc aussi bien la deuxième que la troisième compétence du GIEC ne sont absolument pas scientifiques, mais sont politiques au sens noble du terme, mais politiques au sens strict. Et encore la première compétence n'est-elle, que scientifique, c'est sous la taux, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la science, mais de faire simplement la synthèse de travaux qui se font par ailleurs. Et c'est pourquoi un des 2 grands experts français du GIEC, il y a M. Jouzel et il y en a un autre qui s'appelle M. Letreux, ce sont 2 brillants scientifiques dans leur parti, a déclaré à plusieurs reprises dans la presse que le GIEC ne fait pas de science. Et donc vous avez à la fois, le GIEC est une organisation scientifique qui émet des rapports tout anti-scientifiques selon un certain nombre de politiques, mais en même temps il ne fait pas de science. Ce qui me paraît à moi, tout à fait personnellement, relativement contradictoire. Alors, quand je dis que le GIEC n'est pas une organisation scientifique, qu'elle est une organisation essentiellement politique, ça ne l'exclut pas. La difficulté, si vous voulez, n'est pas qu'une organisation soit politique ou scientifique, c'est de prétendre faire de la science là où, en réalité, vous faites de la politique. Alors, je voudrais terminer sur un autre point. C'est que ce mélange de science et de politique est également problématique à un autre niveau. Au niveau du raisonnement. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'organisation du GIEC est une organisation que l'on doit qualifier, pour prendre un néologisme fondé par des grands auteurs français qui sont Comte et Renan, Ernest Renan, d'une organisation scientiste. Alors scientiste, ça fait encore penser à la science, mais en fait ça n'a plus rien à voir avec la science. Qu'est-ce que c'est que le scientisme? Pardon, le scientisme, c'est l'idée qu'il ne faut plus gouverner les hommes avec des idées dépassées, les religions, la superstition, les idéologies, mais au nom de la science. La science, au sens fort du terme, donc la science exacte, doit permettre de gouverner l'homme d'une manière plus moderne, plus convaincante, plus acceptable, plus noble, que toutes les autres possibilités, que toutes les autres options et branches de l'alternative. La difficulté, quelle est-elle? C'est que la science est imbattable pour décrire ce qui est. C'est une distinction qu'avait fait un philosophe écossais au XVIIe siècle qui s'appelait David Hume. La science est imbattable pour décrire ce qui est, mais elle n'a rien à dire sur ce qui doit être. En d'autres termes, si la science peut décrire à l'infini l'évolution des choses, la nature, la généalogie d'un certain nombre de choses qui se passent et qui se produisent dans la nature, elle n'a strictement et par définition, conceptuellement, rien à dire sur ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est la province des politiques, que monsieur le député qui est ici présent, des moralistes, des philosophes et que sais-je, mais ce n'est pas la province de la science. Et dès lors que, dans le GIEC, on prétend fonder, troisième partie des rapports du GIEC, des normes directement sur de la science, ils le disent constamment. Ils disent dans la troisième partie, étant donné ce qui se passe, etc., et donc
renvoie à la première partie, nous recommandons, et vous avez un catalogue de normes qui fait 1000 pages, et effectivement dans tous les secteurs, transport, agriculture, bâtiment, etc. Toutes ces normes ici, n'ont pas, dans la loi en question, n'ont pas été inventées par la France. Elles sont, et elles émanent pour la plupart, des rapports du GIEC. Et donc dès lors que le GIEC prétend fonder, déduire, en fait, directement des normes juridiques, de réalité, de constat scientifique, il est au cœur de cette erreur scientifique. Et donc, si vous voulez, fondamentalement, le problème du GIEC n'est pas tellement qu'il est une organisation politique et non pas scientifique, mais c'est qu'il repose sur une erreur de raisonnement. Et cette erreur de raisonnement porte un nom qui est le scientifique. Voilà. Je sais la parole à mon voisin, peut-être? Bon. Je sais la parole à M. Bertrand? Ah, ouais. Ou encore, je sais pas. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous préférez que le débat s'engage avec la salle? Il vaut mieux que la salle parle. Moi, j'ai déjà des réponses sur 2 ou 3 points. Il n'y a qu'un micro en plus. Sur le nucléaire et sur le GIEC, mais il faut laisser les étudiants. Vous aurez l'occasion, je pense. On va faire circuler le micro, je vais faire le verso. Donc moi j'aimerais réagir à votre intervention pour vous dire, oui, à la vôtre, pour vous dire que je suis extrêmement triste de votre propos. Je suis triste de votre rhétorique, c'est une rhétorique violente, c'est une rhétorique qui est vide. Vous critiquez la loi sur la transition énergétique en disant que les ambitions sont trop hautes, ok. Vous dites que le GIEC n'a pas de GIEC n'a pas de légitimité parce que c'est un organe politique et non scientifique. Ok. Vous dites et vous faites une pseudo-critique des valeurs écologiques. Ok. Mais vous ne proposez rien de normatif. Vous proposez rien sur la transition. Vous proposez rien sur la transition écologique. Vous proposez rien comme modèle d'avenir. Votre philosophie, c'est une philosophie qui reste proprement nihiliste. C'est une philosophie du relativisme des valeurs, alors que avec cette loi de transition énergétique, ce qu'on espère, c'est de construire un monde différent, parce que les chiffres sont là. Vous avez encore, j'ai lu encore un article dans le Monde dernièrement où il y a eu une disparition de 400 millions d'espèces d'oiseaux ces 50 dernières années. Quand on regarde le surpâturage, 400 millions d'espèces d'oiseaux. Ça m'étonne. Non, mais faut jouer oui, le nombre d'oiseaux, dû à la transition énergétique. Mais bref, c'est un exemple parmi d'autres parce que au niveau du surpâturage, au niveau de la disparition des microbactéries, au niveau du trou dans la couche d'ozone, enfin, il y a une catastrophe au niveau des déchets, au niveau. On est tous d'accord. Parce que si c'est une question, vous me laissez répondre. Oui, bien sûr, je vais vous laisser répondre. D'accord, donc je peux. Alors, non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas la prétention de dire, voilà, il y a une loi qui a été votée, voilà ce qui va être fait. C'est pas parce que, vous savez, parfois, ce qui existe fonctionne pas trop mal. Et donc, ce n'est pas parce que je pense que l'alternative qui est ici envisagée n'est pas rationnelle que cela fait de moi un nihiliste. Justement, j'ai commencé mon propos en vantant l'expertise de la France dans le domaine nucléaire. Vous savez, monsieur, la France est dans les pays développés qui émet le moins de CO2, et c'est grâce au nucléaire. Et donc, même si je m'inscris dans la perspective des rapports du GIEC, eh bien, je mise plutôt sur le nucléaire. Pas pour des raisons irrationnelles, pas pour des raisons de préférence complètement débilitantes, mais simplement parce que, effectivement, ça marche. Ça marche d'une part parce que ça permet aux entreprises françaises de rester au moins dans ce domaine relativement. Vous savez ce qui fait souffrir les entreprises allemandes aujourd'hui? C'est justement le renouvelable. C'est cette transition énergétique. Mais par ailleurs, ils ont d'autres avantages qui leur permettent de survivre. Ici, ce n'est pas le cas en France. Donc vous avez à la fois une énergie qui est bon marché, qui est nationale, qui est maîtrisée par le génie français, on peut dire, historiquement en tout cas c'est vrai, et qui émet peu de CO2. Dites-moi, quel est le motif? Est-ce que ça fait de moi un nihiliste de dire qu'il serait peut-être préférable de continuer dans cette direction, surtout qu'on développe encore l'expertise nucléaire, plutôt que de vouloir casser l'outil pour le remplacer par autre chose? Je crois pas. Non, je vous reproche pas du tout vos propos sur l'énergie nucléaire en particulier. Je suis d'accord que la France utilise une énergie qui est propre et peu coûteuse. Ce que je vous reproche, c'est vos arguments contre monsieur le député qui sont des arguments vides parce que il ne propose rien pour effectuer cette transition vers une économie, vers une croissance verte qui est aujourd'hui pour moi la seule solution de changer d'économie.
pour changer d'économie et permettre un mieux vivre entre les Une gens. croissance qui émet peu de CO2, c'est une croissance verte. Donc si vous voulez, la croissance française, par rapport à ce qu'il en reste, est déjà plus verte que celle de la plupart des autres pays. Vous dites, mais attendez, vous dites quelque chose, j'ai le droit de répondre. Elle est déjà plus verte que celle de beaucoup de pays européens. C'est vrai. Est-ce que je peux juste faire un tout petit complément? Je vais vous laisser. Moi, j'ai 3 ou 4 points quand même qui de fond avec lesquels je suis en désaccord. D'abord, c'est pas un sujet français, c'est un sujet mondial. Je crois que je l'ai dit, quand on pollue à un endroit, on a tous le droit, et quand les Chinois sont en train de construire chaque semaine de nouvelles centrales à charbon, c'est ce que je disais, le charbon a de l'avenir, les pollutions qui seront émises par la Chine, eh bien, on aura, nous, le droit, finalement, on en aura les conséquences pas longtemps après. Alors, ils les ont aujourd'hui, hein, c'est quand même, vous voyez, je ne sais pas si beaucoup sont allés en Chine, mais on a des pollutions journalières beaucoup plus fortes qu'en Europe, et ça vient globalement de particules fines, et notamment de aux centrales à charbon. Mais on ne s'est pas préoccupé de ça hier, il y a 10 ans. Moi, j'ai eu la chance d'aller à la conférence de Rio de Janeiro, la première conférence sur le climat, c'était en 1992, donc c'était il y a 22 ans. Et il y a 22 ans, il y avait déjà des scientifiques qui avaient travaillé sur le sujet. Deuxième point, je conçois qu'on puisse être libéral, puisque vous avez développé une idée libérale. Je pense que le libéralisme, c'est bien, à condition que les moyens que vous employez ne nuisent pas de manière collective à l'ensemble de la population. Or, je pense aujourd'hui qu'il y a urgence climatique, et je vous dis, allez regarder la totalité des publications, je ne critique pas le nucléaire, je ne critique pas les organismes génétiquement modifiés, c'est finalement le travail qui m'a conduit, le travail de recherche qui m'a conduit à dire que là, on est dans une véritable problématique sur laquelle nous devons agir. Difficilement, puisque une action française n'aura pas une incidence forte au niveau mondial. On représente 1% globalement de la contribution des gaz à effet de serre au niveau mondial. Par contre, quand vous dites qu'on est bien dans la situation du nucléaire actuel, on est bien tant qu'on n'a pas d'accident. Alors moi qui défends le nucléaire, je dis qu'avoir 75% aujourd'hui de notre électricité qui dépend de notre système nucléaire, il faut que notre système tourne. J'ai contribué, comme je vous le disais, à faire que la sûreté nucléaire et la radioprotection soient le mieux organisées possible. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri de cela. Et on doit essayer de diversifier, en tout cas on est tous d'accord pour cela, nos sources d'énergie. C'est sur la trajectoire de diversification que je suis un peu en désaccord. Elle ne doit pas être politique. On doit s'appuyer sur un certain nombre de ressources du nucléaire aujourd'hui pour aller non pas vers des énergies qui rejettent plus de CO2, mais pour aller vers des énergies qui en rejettent moins. Et je prends un exemple. Quand vous avez des déchets aujourd'hui et que ces déchets, vous les mettez dans des décharges, vous voyez au-dessus des décharges des tuyaux dans lesquels vous brûlez du méthane, il vaut mieux récupérer ce méthane qui est d'origine renouvelable, de les mettre dans notre système de fabrication de gaz, que de les utiliser. Et je vais terminer là, mais je crois que c'est quand même terrible ce que vous avez dit sur le GIEC. Ce n'est pas des scientifiques, si, ce sont des scientifiques. Et le monde scientifique aujourd'hui, moi je n'ai pas plus de justification à parler de vous qui êtes philosophe. Mon domaine scientifique, c'est pas celui dont on parle. Et si Claude Allègre avait compris ça, il parlerait avec moins de certitude sur le climat. Alors là, pour le coup, je me porte en faux, car si jamais il y a eu un réchauffement climatique en France, les populations d'insectes vont varier. Et qui est-ce qui va dire si les populations d'insectes peuvent varier en fonction des climats, si ce sont des scientifiques? Et qui va dire si des maladies nouvelles peuvent apparaître, y compris dans notre pays, si ce sont des scientifiques? Il y a d'ailleurs un excellent spécialiste qui s'appelle Besancenot, vous allez chercher sur Internet et vous verrez, il travaille sur ces sujets. Ce sont des scientifiques. Et l'adaptation, ce sont aussi des scientifiques qui peuvent vous dire, en fonction du climat, par exemple dans les zones sibériennes, le permafrost, les sols qui sont gelés, finalement, les Russes, ils se disaient dans un premier temps, c'est peut-être pas mal, hein, parce que finalement, on va pouvoir planter du blé. Et c'est vrai qu'il va y avoir des régions du monde qui auront peut-être des avantages à des perturbations ou à des changements climatiques. Certaines régions du monde. Sauf que ce qu'il n'avait pas vu,
c'est les bombes à retardement qu'on a. On a des pièges à méthane absolument incroyables dans le permafrost au niveau de la Sibérie. Et quand ce méthane va à un moment donné ressortir, il va y avoir en bombe à retardement une augmentation encore plus énorme de la température. Et moi je suis inquiet aujourd'hui, je l'ai dit dans le rapport de 2005, j'ai un petit-fils qui était né cette année-là, je suis assez inquiet moi de voir le monde tel qu'on va l'avoir demain avec ce réchauffement climatique, parce qu'il se conjugue à une démographie galopante, et je ne suis pas du tout sûr que le libéralisme puisse s'adapter dans un monde dans lequel vous avez une démographie, si jamais vous n'arrivez pas à la réguler, et dans laquelle vous aurez des perturbations du climat qui vont entraîner des perturbations de nos grands équilibres mondiaux. Et sans être un prophète de mauvais augure, la violence de certains événements aujourd'hui en tempête et le changement de lieu de ces tempêtes par rapport à ce qu'on voyait de manière classique, eh bien, me font déjà dire qu'on a un certain nombre de conséquences de ce changement climatique qui vont bien sûr être statistiques. On n'aura pas 2003 tous les ans, mais on aura 2003 peut-être tous les 2 ans à la fin du siècle. Donc je réponds. Mais, écoutez, moi j'ai un fils qui est né en 2008, si mon souvenir est exact, oui. Donc, et je ne souhaite pas non plus lui indiquer nécessairement une terre dans laquelle il aura 40 degrés en hiver. Alors, ce que je voulais dire, c'est que d'abord une petite remarque par rapport au GIEC. Encore une fois, je ne conteste pas que le GIEC, et j'espère que mon propos ne paraîtra pas violent à monsieur ici, je ne conteste pas que le GIEC fait la synthèse de travaux qui sont publiés dans le domaine du climat. Par ailleurs, c'est tout à fait exact, mais je voudrais quand même signaler qu'il y a très peu d'êtres humains dans le monde qui ont lu les rapports du GIEC qui font 3000 pages, et que, vu que j'ai fait un livre sur le sujet, je l'ai fait. Donc effectivement, ces rapports, je les connais assez bien. Et il y a une difficulté, si vous voulez, c'est que, encore une fois, je ne veux pas, parce que, effectivement, je faisais référence à la qualité de scientifique exacte qu'a monsieur et que moi je n'ai pas. Je ne veux pas faire d'incursion dans le champ de la science, mais depuis 18 ans, on assiste à un plateau dans l'évolution des températures. Donc je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, il y a toujours eu des changements climatiques. Mais 18 ans, et aucun des modèles du GIEC... Un plateau dans l'évolution des températures, qui était reconnu par le président du GIEC, M. Pachauri. Et aucun des modèles du GIEC n'avait prévu ce plateau. Et donc, est-ce qu'on peut faire confiance à des modèles qui sont des modèles fondamentalement informatiques dans une science qui est encore jeune, de prévoir à 100 ans ce que déjà ils n'ont pas pu prévoir sur les 18 dernières années? Par ailleurs, contrairement à ce que vous disiez, la plupart des scientifiques du GIEC reconnaissent qu'il n'y a pas de lien entre les évolutions climatiques actuellement observées et ce qu'on appelle les événements extrêmes. Mais de toute façon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je pense que cette interrogation sur le climat est légitime. Mais quel est le pari qui est à faire? Alors moi je ne sais pas. S'il y a un réchauffement, c'est probable. Tout à fait inévitable. Quelle est la part de l'homme, des nuages, du soleil là-dedans? Je n'ai aucune compétence pour me prononcer. Mais le choix fondamental qui est à faire est le suivant. Soit nous allons, et c'est ce que recommande le GIEC, parce que, contrairement à ce que disait monsieur le député, le GIEC dans la troisième partie fait d'avis. Le GIEC recommande la décroissance pour les pays riches. C'est-à-dire qu'on va moins se chauffer, c'est-à-dire qu'on va moins consommer, donc ça s'appelle la décroissance. Voilà ce que recommande le GIEC. Alors, soit on va dans cette direction, soit on va dans l'autre direction, et c'est celle que moi, personnellement, je préconise, qui essaie de faire confiance au génie de l'homme. Monsieur le député parlait de l'augmentation démographique. Nous sommes 7 milliards. Il n'y a jamais eu aussi peu de familles qu'aujourd'hui. Le monde n'est pas parfait, il y a des choses qui sont horribles. Il n'y a jamais eu aussi peu de guerres civiles par rapport à l'ensemble de la... Donc il y a beaucoup de choses qui sont horribles, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas horribles. Nous, l'humanité, nous parvenons à faire vivre, certains encore très mal, mais la plupart de manière correcte, 7 milliards d'êtres humains. Les évolutions démographiques, d'après l'ONU, ne vont pas dans une explosion, elles vont vers une stabilisation à 9 milliards. Et le problème que nous risquons d'avoir à ce moment-là sera un vieillissement de la population globale. Et donc cette explosion démographique n'est pas du tout ce que projettent les modèles. Et donc, moi, selon moi, que doit-on faire? Eh bien, je pense que nous devons miser sur le génie de l'homme. Nous parvenons aujourd'hui à produire de l'énergie de manière infiniment plus efficace que nous ne l'avons jamais fait dans le passé. Alors il est clair que l'on doit essayer de renoncer à un certain nombre de sources d'énergie qui émettent du CO2, du méthane, etc. Mais prenons le cas de l'Allemagne, encore une fois. L'Allemagne, c'est toujours la championne du monde. Quand il faut s'engager dans l'idéologie à fond, on peut compter sur les Allemands, pour le bien ou pour le moins bien. J'ai beaucoup de familles allemandes, donc je ne dis pas ça contre les Allemands. Mais donc là, ils ont vraiment été à fond. Et que font-ils aujourd'hui? Eh bien, ils misent sur quelle énergie renouvelable, je vous le demande? Eh bien,
le charbon. Et donc finalement, l'Allemagne, elle émet énormément de CO2 parce qu'elle a été trop vite. Je pense que nous devons procéder de manière beaucoup plus rationnelle en réalité qu'idéologique. Aujourd'hui, on se précipite avec des lois qui sont mal fagotées et qui finalement aboutissent exactement au contraire de l'objectif qui était poursuivi. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être une question. Ouais, peut-être d'autres questions dans la salle. Moi, je sais pas si vous Vous dites qu'il faut être rationnel, mais il y a peut-être un élément que vous ne prenez pas en compte pour la situation française. Bien sûr, il y a le nucléaire, mais le nucléaire, c'est d'où vient l'énergie nucléaire? Elle vient d'une source qui s'appelle l'uranium. Et l'uranium, à ce que je sais, il n'y en a pas en France. Donc finalement, on est souverain en matière de production d'électricité, mais pas totalement, parce que on dépend d'un approvisionnement. Et le jour où cet approvisionnement est fini, pour des raisons X ou Y, sûrement un conflit dans la zone subsaharienne, on fait quoi? Vous avez raison. La logique, c'est finalement de diversifier ces sources d'approvisionnement énergétique. Et la meilleure façon, c'est quand même la croissance verte, parce que le soleil, le vent, tout ça, on a ça en Europe. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous savez, ça dépend. Hein. Parce qu'ici, par exemple, c'est comme à Bruxelles, le soleil. Enfin, on ne fera pas d'énergie avec ça, effectivement. Mais c'est-à-dire, vous avez raison. Ça, j'ai dit en Europe. Vous avez raison, mais vous avez raison doublement. Vous avez raison sur l'uranium et vous avez raison sur la nécessité de diversifier le mix énergétique. Là où nous divergeons peut-être, en tout cas moi par rapport à la philosophie de la loi, c'est sur l'approche autoritaire, 50%, 75%, 30%, 2030, 2032, etc. L'approche autoritaire et le fait que nous puissions jeter comme ça des milliards encore sur des énergies renouvelables qui doivent faire. Et d'autre part, il y a un autre aspect sur lequel j'ai une petite divergence avec vous, c'est que la technologie nucléaire nous compte, nous, et quand je dis nous, encore une fois, c'est beaucoup de Français, c'est souvent de grands ingénieurs français, des entreprises françaises, Suez, EDF, etc., qui développent la technologie nucléaire. Et donc nous allons vers des formes dans d'autres secteurs aussi, mais nous allons aussi dans le domaine nucléaire vers de la production d'énergie nucléaire qui sera beaucoup plus verte et qui un jour sera peut-être totalement autonome de ces questions d'uranium. Mais là évidemment je dépasse un tout petit peu. Mais là aussi on est dans de la spéculation. Oui, sait pas. Mais le progrès c'est toujours la spéculation. Et juste avant qu'il pose une question, je vais répondre par une boutade. Sur le plateau du réchauffement, sur le plateau qu'on observerait sur le réchauffement climatique. Je répondrai sérieusement après. Le plateau sur le réchauffement climatique, c'est le poumon dans le malade imaginaire. Quand le malade se tord, c'est exactement la même chose. Parce que la vérité maintenant, c'est quoi? C'est pas du tout qu'il y a une pause, c'est qu'il y a moins d'augmentation proportionnelle par an parce qu'on prend la même année de référence, 1988. Et comme vous avez déjà augmenté, 18. Oui, que 88 ou 98, suivant les cas. Et comme vous avez la même référence de base et que vous avez augmenté, ben, l'augmentation par année, elle est beaucoup plus faible, effectivement, en pourcentage. Mais on n'a pas de pause de réchauffement climatique. On aura sans doute l'année 2014 qui sera l'année